suite du tour du monde en 80 jours. Je t'invite également à te munir d'un casque ou d'oreillettes pour une meilleure écoute. Si tu es prêt, alors c'est parti. Chapitre 3, où s'engage une conversation qui pourra coûter cher à Phileas Fogg. Phileas Fogg avait quitté sa maison de Savile Row à 11h30 et, après avoir placé 575 fois son pied droit devant son pied gauche et 576 fois son pied gauche devant son pied droit, il arriva au Reform Club, vaste édifice élevé dans Pall Mall, qui n'a pas coûté moins de 3 millions à bâtir. Phileas Fogg se rendit aussitôt à la salle à manger, dont les 9 fenêtres s'ouvraient sur un beau jardin aux arbres déjà dorés par l'automne. Là, il prit place à la table habituelle où son couvert l'attendait. Son déjeuner se composait d'un hors-d'œuvre, d'un poisson bouilli relevé d'une Reading sauce de premier choix, d'un roast-beef écarlate agrémenté de condiments mushroom, d'un gâteau farci de tiges de rhubarbe et de groseilles vertes, d'un morceau de chester, le tout arrosé de quelques tasses de cet excellent thé spécialement recueilli pour l'office du Reform Club. À 12h47, ce gentleman se leva et se dirigea vers le grand salon, somptueuse pièce ornée de peintures richement encadrées. Là, un domestique lui remit le Times non coupé, dont Phileas Fogg opéra le laborieux dépliage avec une sûreté de main qui dénotait une grande habitude de cette difficile opération. La lecture de ce journal occupa Phileas Fogg jusqu'à 3h45, et celle du Standard qui lui succéda dura jusqu'au dîner. Ce repas s'accomplit dans les mêmes conditions que le déjeuner, avec adjonction de Royal British Sauce. À 6h moins 20, le gentleman réapparut dans le grand salon et s'absorba dans la lecture du Morning Chronicle. Une demi-heure plus tard, divers membres du Reform Club faisaient leur entrée et s'approchaient de la cheminée où brûlait un feu de houille. C'étaient les partenaires habituels de M. Fogg, comme lui enragé joueur de whist. L'ingénieur Andrew Stuart, les banquiers John Sullivan et Samuel Valentin, le brasseur Thomas Flanagan, Gauthier Ralph, un des administrateurs de la Banque d'Angleterre, personnage riche et considéré, même dans ce club qui compte parmi ses membres les sommités de l'industrie et de la finance. Eh bien, Ralph, demanda Thomas Flanagan, où en est cette affaire de vol? Eh bien, répondit Andrew Stuart, la banque en sera pour son argent. J'espère au contraire, dit Gauthier Ralph, que nous mettrons la main sur l'auteur du vol. Des inspecteurs de police, gens fort habiles, ont été envoyés en Amérique et en Europe, dans tous les principaux ports d'embarquement et de débarquement, et il sera difficile à ce monsieur de leur échapper. Mais on a donc le signalement du voleur? Demanda Andrew Stuart. D'abord, ce n'est pas un voleur, répondit sérieusement Gauthier Ralph. Comment? Ce n'est pas un voleur, cet individu qui a soustrait 55 000 livres en banknotes, 1 375 000 francs. Non,
l'adressa à son voisin, celui-ci à un autre, si bien que le lingot, de main en main, s'en alla jusqu'au fond d'un corridor obscur et ne revint qu'une demi-heure après reprendre sa place sans que le caissier eût seulement levé la tête. Mais le 29 septembre, les choses ne se passèrent pas tout à fait ainsi. La liasse de banquenotes ne revint pas, et quand la magnifique horloge posée au-dessus du drawing office sonna à 5 heures la fermeture des bureaux, la Banque d'Angleterre n'avait plus qu'à passer 55 000 livres par le compte de profits et pertes. Le vol bien et dûment reconnu, des agents, des détectives choisis parmi les plus habiles, furent envoyés dans les principaux ports, à Liverpool, à Glasgow, au Havre, à Suez, à Brindisi, à New York, etc., avec promesse, en cas de succès, d'une prime de 2 000 livres, 50 000 francs, et 5% de la somme qui serait retrouvée. En attendant les renseignements que devait fournir l'enquête immédiatement commencée, ces inspecteurs avaient pour mission d'observer scrupuleusement tous les voyageurs en arrivée ou en partance. Or, précisément ainsi que le disait le Morning Chronicle, on avait lieu de supposer que l'auteur du vol ne faisait partie d'aucune des sociétés de voleurs d'Angleterre. Pendant cette journée du 29 septembre, un gentleman bien mis, de bonne manière, l'air distingué, avait été remarqué qui allait et venait dans la salle des paiements, théâtre du vol. L'enquête avait permis de refaire assez exactement le signalement de ce gentleman, signalement qui fut aussitôt adressé à tous les détectives du Royaume-Uni et du continent. Quelques bons esprits, et Gauthier Ralph était du nombre, se croyaient donc fondés à espérer que le voleur n'échapperait pas. Comme on le pense, ce fait était à l'ordre du jour à Londres et dans toute l'Angleterre. On discutait, on se passionnait pour ou contre les probabilités du succès de la police métropolitaine. On ne s'étonnera donc pas d'entendre les membres du Reform Club traiter la même question, d'autant plus que l'un des sous-gouverneurs de la banque se trouvait parmi eux. L'honorable Gauthier Ralph ne voulait pas douter du résultat des recherches, estimant que la prime offerte devait singulièrement aiguiser le zèle et l'intelligence des agents. Mais son collègue Andrew Stuart était loin de partager cette confiance. La discussion continua donc entre les gentlemen qui s'étaient assis à une table de whist. Stuart devant Flanagan, Valentin devant Phileas Fogg. Pendant le jeu, les joueurs ne parlaient pas, mais entre les robres, la conversation interrompue reprenait de plus belle. « Je soutiens, dit André Stuart, que les chances
vous avez trouvé là une manière plaisante de dire que la terre a diminué. Ainsi, puisqu'on en fait maintenant le tour en 3 mois, en 80 jours seulement, dit Phileas Fogg. En effet, messieurs, ajouta John Sullivan, 80 jours depuis que la section entre Rodal et Allahabad a été ouverte sur le Great Indian Peninsular Railway. Et voici le calcul établi par le Morning Chronicle. De Londres à Suez par le mont Cenis et Brindisi, Railway et paquebot, 7 jours. De Suez à Bombay, paquebot, 13 jours. De Bombay à Calcutta, Railway, 3 jours. De Calcutta à Hong Kong, paquebot, 13 jours. De Hong Kong à Yokohama, paquebot, 6 jours. De Yokohama à San Francisco, paquebot, 22 jours. De San Francisco à New York, Railroad, 7 jours. De New York à Londres, paquebot et railway, 9 jours. Total, 80 jours. Oui, 80 jours, s'écria Andrew Stuart, qui, par inattention, coupa une carte maîtresse. Mais non compris le mauvais temps, les vents contraires, les naufrages, les déraillements, etc. Tout compris, répondit Phileas Fogg en continuant de jouer, car cette fois, la discussion ne respectait plus le whist. Même si les hindous ou les indiens enlèvent les rails, s'écria Andrew Stuart, s'ils arrêtent les trains, pillent les fourgons, scalpent les voyageurs. Tout compris, répondit Phileas Fogg, qui, abattant son jeu, ajouta 2 atouts maîtres. Andrew Stuart, à qui c'était le tour de faire, ramassa les cartes en disant « Théoriquement, vous avez raison, monsieur Fogg, mais dans la pratique… » « Dans la pratique aussi, monsieur Stuart. Je voudrais bien vous y voir. Il n'en tient qu'à vous. Partons ensemble. » « Le ciel m'en préserve, » s'écria Stuart, « mais je parierais bien 4000 livres, 100 000 francs, qu'un tel voyage fait dans ces conditions est impossible. » « Très possible, au contraire, » répondit Monsieur Fogg. « Eh bien, faites-le donc. Le tour du monde en 80 jours. Oui, je le veux bien. Quand? Tout de suite. C'est de la folie, s'écria Andrew Stuart, qui commençait à se vexer de l'insistance de son partenaire. Tenez, jouons plutôt. Refaites alors, répondit Phileas Fogg, car il y a maladonne. Andrew Stuart reprit les cartes d'une main fébrile, puis, tout à coup, les posant sur la table. Eh bien oui, monsieur Fogg, dit-il, oui, je parie 4000 livres. Mon cher Stuart, dit Valentin, calmez-vous, ce n'est pas sérieux. Quand je dis je parie, répondit Andrew Stuart, c'est toujours sérieux. Soit, dit monsieur Fogg, puis se tournant vers ses collègues. J'ai 20 000 livres, 500 000 francs déposés chez Baring Frères. Je les risquerai volontiers. 20 000 livres, s'écria John Sullivan.
Stuart, Valentin, Sullivan, Flanagan et Ralph après s'être entendus. Bien, Dit Monsieur Fogg. le train de Douvres part à 8h45. Je le prendrai. Ce soir même demanda Stuart. Ce soir même, Répondit Phileas Fogg. Donc, ajouta-t-il en consultant un calendrier de poche, puisque c'est aujourd'hui, mercredi 2 octobre, je devrais être de retour à Londres, dans ce salon même du Reform Club, le samedi 21 décembre à 8h45 du soir, faute de quoi les 20 000 livres déposés actuellement à mon crédit chez Baring Frères vous appartiendront de fait et de droit, messieurs. Voici un chèque de pareille somme. un procès-verbal du pari fut fait et signé sur le champ par les 6 co-intéressés. Phileas Fogg était demeuré froid. Il n'avait certainement pas parié pour gagner et n'avait engagé ces 20 000 livres, la moitié de sa fortune, que parce qu'il prévoyait qu'il pourrait avoir à dépenser l'autre pour mener à bien ce difficile, pour ne pas dire inexécutable projet. Quant à ses adversaires, eux, ils paraissaient émus, non pas à cause de la valeur de l'enjeu, mais parce qu'ils se faisaient une sorte de scrupule de lutter dans ces conditions. 7 heures sonnaient alors. On offrit à Monsieur Fogg de suspendre le whist afin qu'il pût faire ses préparatifs de départ. Je suis toujours prêt, Répondit cet impassible gentleman et, donnant les cartes, je